construction d'infrastructures scolaires, le chef de l'État a inauguré des écoles de type Bari Diawandou à Conakry. Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, à construction d'infrastructures scolaires, le chef de l'État a inauguré des écoles de type Bari Diawandou à Conakry. Ces infrastructures de haute qualité vont faciliter un meilleur apprentissage aux élèves et aux enseignants. Présidentielle du 28 décembre prochain, les représentants des partis membres des commissions administratives de centralisation des votes CACV ont prêté serment devant les tribunaux. Ils ont pour rôle, entre autres, de surveiller la régularité du processus. Nous irons à Cancan pour parler de la relance de la filière coton. L'annonce a été faite par la ministre de l'Agriculture. Une bonne nouvelle pour les producteurs qui verront leurs revenus augmenter. C'est tout pour les titres. Bonsoir et vous êtes les bienvenus. À la une de l'actualité ce soir, le président de la République a inauguré les écoles de type Bari Diawandou de Petit Simbaya, Yimbaya et de la Cité de l'Air. La réalisation de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre des réformes institutionnelles engagées par l'État pour le renforcement du capital humain qui va en droite ligne de l'initiative Simandou Academy dédiée à l'excellence éducative. Compte rendu Oumar Bari. Le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a fait un choix clair, assumé et irréversible depuis le 5 septembre 2021, placer l'éducation au cœur de la transformation nationale. Depuis les premiers jours, le secteur éducatif connaît des réformes profondes et structurantes traduisant la volonté politique du chef de l'État de bâtir un capital humain solide, moteur de développement durable et responsable de notre pays. Dans cette dynamique de refondation du système éducatif, plusieurs actions structurantes ont été engagées. Elles concernent notamment la construction d'écoles élémentaires de type Bari Diawandou, le recrutement massif de nouveaux enseignants ainsi que la réalisation d'infrastructures emblématiques telles que le Prytanée militaire de Guinée. Ces efforts traduisent une meilleure adéquation entre l'utilisation des ressources publiques et l'amélioration concrète des conditions de vie des populations. Au niveau de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, des avancées significatives ont été enregistrées. Un travail de fond a été mené pour rehausser la qualité des programmes, renforcer les capacités pédagogiques des formateurs et rendre les examens nationaux plus rigoureux dans une logique de valorisation du mérite et du potentiel de chaque élève. À cet effet, plus de 12 000 nouveaux enseignants ont été recrutés afin de combler le déficit d'encadrement dans les établissements scolaires à travers le pays. C'est dans cette même vision de faire de l'éducation un levier central de transformation socio-économique que des écoles modernes conçues selon des standards élevés de qualité et d'excellence ont été réalisées dans plusieurs communes de la capitale, offrant ainsi aux apprenants un cadre d'apprentissage digne, fonctionnel et tourné vers l'avenir. Après l'école Bari Diawandou de Dixine, déjà opérationnelle, c'est au tour des écoles de Petit Simbaya, de la Carrière, de la Cité de l'Air et de l'école Aïchaba de Yimbaya d'être inaugurée ce mardi 23 décembre 2025 par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. La cérémonie s'est tenue en présence de la première dame de la République, Lauriane Doumbouya,
et le ministre directeur de cabinet de la présidence, également président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, ainsi que du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Jean-Paul Sédi. Nous allons bâtir ce pays ensemble. Je suis sûr et certain, ces écoles pareilles, j'en construirai 100 République de Guinée. Chaque école de type Baridia Wadou comprend 2 blocs pédagogiques en R+2, une vingtaine de salles de classe modernes, des bureaux administratifs équipés, près d'une trentaine de cabines de toilettes, des aires de jeu dont des terrains de basket, des cabines techniques dédiées à la sécurité incendie. Ces écoles-là, vous les avez vues, sont de type moderne, donc elles participent à la construction de la Nouvelle-Guinée. Elles consistent à mettre chez chacun de nos enfants la qualité. Aujourd'hui, il y a près de 600 salles de classe qui ont été mises, rien que sur les 3 ans à la disposition des enfants de l'État. Ces 4 écoles ne font pas partie de ces 600 qui ont été faites avant. Donc nous allons aller vers près de 1000 salles de classe qui sont... mais les salles de classe ne suffisent pas. Les enseignants, c'est presque 12 000 enseignants qui ont été recrutés pendant cette année et qui sont aujourd'hui en train de travailler dans le système éducatif. Mais ce n'est pas tout. C'est la réforme aussi des programmes qui ont été faits sur des programmes de la première année à la terminale ont été refaits. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les manuels du CP1 et CP2 sont disponibles. C'est-à-dire que chaque enfant guinéen qui va être inscrit à l'école l'année prochaine aura un livre gratuitement. C'est une vision du président de la République à travers le programme Simandou 2040, à travers lequel il y a donc Simandou Academy qui va développer, lui, l'excellence dans notre système éducatif. Donc ces écoles que vous voyez là, nous allons faire en sorte qu'avec les enseignants qui vont y être, avec la direction de ces écoles, on remette un peu plus haut les curseurs pour que petit à petit nous puissions avoir à la base le socle nécessaire à l'excellence que nous recherchons au niveau des collèges et des lycées. Aujourd'hui, il y a un gros programme qui s'appelle le programme Chiga qui a consisté à connecter 2200 écoles à travers toute la Guinée. À date, 550 écoles qui sont connectées où les élèves peuvent eux-mêmes avoir accès aux ressources éducatives. Donc, c'est dire qu'on ne va pas sur un seul flanc. Il y a l'enseignement classique, le modernisme, il y a l'amélioration des infrastructures, il y a l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Nous avons également le domaine des cantines scolaires qui vont prendre de plus en plus d'ampleur. Parce que la cantine scolaire, ce n'est pas une question de mendicité. La cantine scolaire, c'est un intrant éducatif, comme la craie, comme la salle de classe. La réalisation de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre des réformes institutionnelles engagées par l'État sous le leadership visionnaire de son Excellence le président Mamadi Doumbouya pour le renforcement du capital humain conformément à la vision stratégique du programme Simandou 2040 et plus précisément dans le cadre de l'initiative Simandou Academy. Simandou Academy est une initiative ambitieuse du programme Simandou 2040 dédiée à l'excellence éducative portée par une vision claire, articulée autour de 3 objectifs fondamentaux pour répondre à notre besoin de capital humain. Promouvoir l'excellence dans l'éducation, la recherche et l'innovation en République de Guinée à travers la création d'établissements de référence à l'image du Britannique militaire de Guinée. Concevoir et bâtir des infrastructures éducatives de dernière génération répondant aux standards internationaux d'une éducation de qualité. Enfin, tisser des liens avec les meilleures écoles et universités à travers le monde pour garantir une formation de haut niveau ouverte sur le monde et ancrée dans les réalités guinéennes. Désormais, une part significative des recettes minières du projet Simandou est directement réinvestie dans l'éducation. 20% sont consacrés à l'éducation et aux bourses d'études. 5% supplémentaires sont affectés au renforcement du système éducatif national. Cette orientation stratégique du président Mamadi Doumbouya traduit une ambition forte, transformer la richesse minérale de la Guinée en développement durable, en opportunités sociales et en prospérité partagée, afin de faire du capital humain la première richesse du pays, en privilégiant la formation, le savoir et l'intelligence nationale sur la simple exportation de matières premières. L'objectif est de valoriser davantage la matière grise guinéenne
que l'exportation brute des ressources naturelles. La région de Conakry a bénéficié déjà 5 infrastructures modernes de type Bari Diawando sur les 100 planifiées sur le plan national. Et je vous rassure que ces infrastructures qui sont mises à notre disposition améliorent déjà les conditions de travail non seulement des élèves mais aussi de nos enseignants. Et en tant qu'inspecteur régional d'éducation, je veillerai sur l'entretien et la fonctionnalité aussi de toutes ces salles de classe que le gouvernement vient de mettre à notre disposition. Vraiment, voir de telles écoles dans notre pays, vraiment ça va droit au cœur. Il n'y avait pas de type d'école là en Guinée. Mais grâce à l'arrivée de notre président, son Excellence Mamadi Doumbouya, il veut moderniser tout. Vous avez vu les travaux qu'il est en train de faire, par-ci, par-là. Les écoles de type Bari Diawandou constituent une traduction concrète de la vision éducative du président Mamadi Doumbouya. Elles marquent une rupture assumée avec les approches du passé et ouvrent la voie à une école guinéenne moderne, performante et souveraine, capable de préparer une jeunesse compétente, responsable et consciente de son rôle dans le développement national. Après la capitale et le Grand Conakry, des écoles de ce type seront progressivement réalisées à l'intérieur du pays afin de promouvoir l'égalité des chances, révéler les talents sur toute l'étendue du territoire, intégrer le numérique éducatif, valoriser les filières scientifiques et techniques et former des citoyens engagés, porteurs de valeurs républicaines fortes. Avec la réalisation de ces écoles, le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, pose un acte de foi dans l'avenir, un acte de confiance dans l'intelligence guinéenne et un acte de responsabilité envers les générations présentes et futures. Le président de la République, accompagné de la première dame, a visité ce mardi la raffinerie d'or à la Cité de l'Air et le lac Gbassikolo, symbole d'une Guinée qui se transforme et se modernise à travers cette unité industrielle de dernière génération. La Guinée ambitionne désormais de s'affirmer comme un acteur majeur, rompant définitivement avec le modèle de simple exportateur de matières premières brutes. Fatmata Kourouma. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme hautement stratégique Simandou 2040, son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, chef de l'État, accompagné de la Première Dame Lauriane Doumbouya et du ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, s'est rendu ce mardi 23 décembre 2025 sur le site de Nimba Gold Refinery, situé à Gbessia, Cité de l'Air, dans la commune de Gbessia. Infrastructure ultramoderne, Nimba Gold Refinery s'impose comme la deuxième plus grande raffinerie d'or au monde après la Suisse. Avec une capacité de traitement de 2000 kg d'or par jour, extensible à 4000 kg en fonctionnement continu, 24 heures sur 24, une capacité mensuelle estimée à 520 tonnes, cette raffinerie marque un tournant historique pour l'industrie aurifère guinéenne. À travers cette unité industrielle de dernière génération, la Guinée ambitionne désormais de s'affirmer comme un acteur transformateur majeur, rompant définitivement avec le modèle de simple exportation de matières premières brutes. Lors de la visite guidée, le chef de l'État a examiné avec attention les différentes étapes du processus de raffinage, saluant un projet qui s'inscrit pleinement dans la vision d'industrialisation et de transformation locale portée par Simandou 2040. Dotée de technologies de pointe, la raffinerie se distingue notamment par une automatisation avancée des lignes de production, réduisant les pertes et les erreurs humaines. Des systèmes de récupération des métaux précieux secondaires, notamment l'argent, une diversification de la production avec des lingots d'or répondant aux standards internationaux, une flexibilité industrielle permettant le traitement des déchets électroniques et industriels à forte valeur métallique, une traçabilité numérique intégrale de la mine jusqu'au marché international avec enregistrement sécurisé des lots, analyse et rendement,
des systèmes de sécurité et de contrôle qualité en temps réel, garantissant la conformité environnementale et la réduction drastique des émissions toxiques. Au-delà de sa dimension industrielle, Nimba Gold Refinery représente un puissant levier de souveraineté économique à travers la création de valeur ajoutée locale pour le raffinage sur place, le développement de compétences nationales, notamment chez les ingénieurs, chimistes et techniciens guinéens, la consolidation de la souveraineté minière et financière, une meilleure mobilisation des recettes fiscales et le renforcement des réserves stratégiques du pays, la création de milliers d'emplois directs et indirects, tout en attirant des investissements étrangers structurants conformément au contenu local. Sur place, le président de la République a rappelé avec fermeté que les ressources minières de la Guinée ne seront plus jamais bradées, mais exploitées de manière responsable et stratégique au bénéfice exclusif du peuple souverain de Guinée. Cette exigence s'inscrit dans la droite ligne de la décision présidentielle du 8 avril 2022 enjoignant les sociétés minières opérant en Guinée à construire des raffineries à l'image de SPIC et de Winning Consortium Alumina Guinée qui ont respectivement lancé les travaux de leur raffinerie d'alumine à Bofa et à Dobali dans Boké dans le cadre de l'accord cadre sino-guinéen. Sous le magistère du président Mamadi Doumbouya, la Guinée a définitivement tourné la page d'un passé minier marqué par les pillages silencieux, les permis dormants et les promesses sans lendemain. Désormais, place à une nouvelle ère, celle de la transformation locale, de la création de chaînes de valeur, du contrôle rigoureux des concessions et de la souveraineté économique assumée. Convaincu que l'économie de rente constitue une impasse, le chef de l'État a fait de l'industrialisation minière un pilier central de la refondation, ouvrant la voie à un développement durable, responsable et inclusif. Après la visite de la raffinerie, le président de la République s'est rendu sur le site du lac Bassikolo, dans la presqu'île de Kaloum, dont les travaux réalisés sous sa haute impulsion connaissent une avancée remarquable. Véritable vitrine du branding Guinée, la Guinée fait, le lac Bassikolo dépasse le simple cadre d'un espace de détente pour devenir un outil majeur de cohésion sociale, de vivre ensemble et d'épanouissement collectif. Longtemps abandonné, ce site est aujourd'hui entièrement valorisé et sécurisé avec une clôture de 900 mètres, un parc pour enfants, près d'un hectare d'espace vert, un lac de 22 000 mètres carrés agrémenté d'une fontaine, une cafétéria, un bâtiment administratif, un musée. Cette réalisation d'envergure est le fruit du suivi rigoureux des orientations stratégiques du président Mamadi Doumbouya par M. Diba Diakité, président du comité stratégique de Simandou, ministre directeur de cabinet de la présidence. Relié au parc citoyen de Conakry et à Camayen Plage, le lac Bassikolo s'intègre désormais dans un écosystème urbain moderne et harmonieux, destiné à faire de Conakry une capitale durable et attractive. Pris dans leur globalité, Camayen Plage, le parc urbain de Conakry et le lac Bassikolo constituent un réseau cohérent au service des objectifs du branding Guinée, la Guinée fait, axé sur l'investissement pour attirer les investisseurs et accélérer le développement économique irréversible de notre pays, la culture pour valoriser notre identité et les valeurs héritées de nos ancêtres, le tourisme afin de promouvoir la beauté de notre pays et renforcer la destination Guinée. À travers ces actions concrètes, le président de la République confirme sa vision d'une Guinée qui transforme ses ressources, modernise ses villes et construit pas à pas un avenir souverain, prospère et durable. Dans quelques mois, les fonctionnaires de la région de Kindia auront leur cité administrative. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a lancé les travaux de construction de plusieurs bâtiments dans le quartier Mankepa. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Explication, Yaya Silla. Parmi les grands événements qui marquent la mémoire collective des citoyens de la région de Kindia cette année 2025 est le lancement des travaux de construction de la nouvelle cité des fonctionnaires.
Le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba, en compagnie de plusieurs ministres et cadres de l'administration publique, a posé la première pierre pour lancer les travaux. Pour l'occasion, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du territoire et chargé de la récupération des biens spoliés de l'État est revenu sur la vision de la refondation et du programme Simandou 2040. Ce mérite revient au chef de l'État, Mamadi Doumbouya, qui a bien voulu mettre en place le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, dont nous avons la charge aujourd'hui de matérialiser la vision à travers ces différentes réalisations d'infrastructures partout dans le pays. Et pour tous les fonctionnaires guinéens, les fonctionnaires sont des architectes de l'unité nationale. La Guinée a unité nationale. Beaucoup d'entre nous ici se réclament Kindianais, dont leurs papas viennent d'ailleurs en Guinée, mais qui étaient plutôt fonctionnaires. Par conséquent, construire une cité pour les fonctionnaires à Kindia est une œuvre utile qu'il faut saluer. Dans un délai de 12 mois, il sera bâti 5 bâtiments à étages sur une surface de 1000 mètres carrés dans le quartier Mankepa. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Africa Paysage. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis l'accent sur la refondation de l'État et la solidarité nationale qui garantissent la dignité de l'agent public. Aujourd'hui, à Kindia, si on lance la cité administrative, ce n'est pas un cadeau que nous faisons aux fonctionnaires. C'est une exigence supplémentaire pour tous ceux qui sont dans la fonction publique, c'est de faire le travail correctement au service de la population, dans de meilleures conditions, et qu'eux aussi, ils soient dans des conditions de dignité qui les permettent d'assurer correctement leur travail. Comme vous l'avez vu, la refondation, ce n'est pas simplement la construction, c'est également permettre aux hommes et aux femmes qui sont au service des populations, des collectivités à tous les niveaux, d'être dans un environnement qui leur permet d'être en dignité et de rendre un service de qualité à la population. Ça, c'est un aspect très important de la refondation. Cela veut dire que tout ce que nous faisons est tourné vers une meilleure satisfaction des besoins des populations. Partout où il est passé, le Premier ministre, chef du gouvernement, a été ferme sur la gestion des fonds publics. Il a prévenu que le gouvernement ne tolérera aucun chantier abandonné et que le suivi sera rigoureux. Vers la présidentielle du 28 décembre prochain, la CEDEAO a déployé 120 observateurs électoraux en Guinée. C'est dans la soirée de ce mardi que le chef de mission d'observation pour la Guinée de l'organisation sous-régionale a été reçu par les autorités du ministère des Affaires étrangères. Une opportunité pour les responsables de la mission de décliner les objectifs de leur présence à Conakry. Reportage de Amadou Touré et Seydou Basila. Pour l'observation électorale du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025 en Guinée, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a déployé une mission composée de 120 observateurs. La délégation est conduite par Dr Abdoulaye Diané. L'observation, c'est le meilleur moyen de s'assurer que les élections sont libres et transparentes. Le CEDEAO est en train d'aider la Guinée pour qu'on ait des élections acceptables, transparentes, et comme ça on passe de phase actuelle à une phase beaucoup plus démocratique. Dans la même mission, l'on pouvait signaler la présence d'une autre figure non les moindres. Il s'agit de l'ambassadeur Abdel Fatou Moussa, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. Il a apporté des précisions autour de la présence de la délégation de la CEDEAO. C'est une mission qui est composée des délégations de tous les éléments de notre communauté. On sait très bien, la Guinée, c'est un pays clé de notre sous-région. Ici, on connaît son histoire et tout ça. Et je crois que, comme vient de dire le chef de la mission,
ces élections vont mener à terme la transition pour que finalement la Guinée soit pleinement réintégrée dans les instances de décision de la CEDEAO. Au lendemain de leur arrivée à Conakry, les membres de la mission de la CEDEAO ont rencontré successivement les autorités du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger avant de se rendre à la Cour suprême. Dans ces différentes institutions, la mission a eu une large conversation avec les autorités concernées relatives au processus de retour à l'ordre constitutionnel et surtout les préparatifs du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Pour justement appuyer le processus électoral, la mission conjointe CEDEAO, Union africaine, OIF, Union de Fleuve Mano, a réaffirmé son engagement aux côtés des autorités guinéennes. Le président de la Commission de l'Union africaine salue les avancées enregistrées et précise les contours de cet accompagnement. Je vous propose de suivre un extrait du chef de la délégation au micro de Ousmane Bangoua. Ce pays fait partie de l'Union africaine et vous connaissez son passé récent que nous, en tant qu'organisation, nous suivons avec beaucoup d'intérêt. Leur invitation a donc été une source d'encouragement de nous autres à ce que les autorités de ce pays se sentent encore dans ces institutions et il est de notre devoir de venir observer le processus électoral tel qu'il se déroule ici, dans l'optique de mettre en place le retour à l'ordre constitutionnel de votre pays, ce qui est exigé par l'ensemble de ces organisations, et particulièrement de l'Union africaine. Nous nous sommes donc entretenus à ce sujet et nous lui avons fait part de différentes observations que nous voyons ici. D'abord en bon accueil, deuxièmement en calme tout à fait garanti ici, et une expression tout à fait libre, les gens vaquent à leurs occupations, et nous osons espérer que le déroulement des élections prévues dimanche va se dérouler dans cette optique. Nous lui avons promis de faire rapport de nos observations post-électorales aussitôt après, et que nous espérons très positives et qui vont aussi garantir le retour de votre pays dans les instances de l'organisation de l'Union africaine telle que cela est souhaité par les autorités d'aujourd'hui. Voilà un peu de mots ce dont nous avons parlé. Nous parlerons du reste après les élections. Dans le même registre, à Conakry, les représentants des partis, membres des commissions administratives de centralisation des votes CACV ont prêté serment devant les tribunaux. Leur mission, garantir la transparence des résultats du scrutin, un engagement solennel pris devant les tribunaux de Dixine, Mafanko et Kaloum. C'est une compilation de Tierno Yunsaba. Ils sont représentants des partis politiques désignés pour superviser la centralisation des résultats électoraux. À Conakry, les membres des commissions administratives de centralisation des votes CACV ont prêté serment devant les juridictions compétentes. Au tribunal de première instance de Mafanko, 12 membres y prêtent serment. Ici, les responsables du tribunal rappellent le rôle des concernés. Le parjure, ça fait partie des caractéristiques du serment. Quand vous faites une déclaration solennelle d'accomplir une mission, un devoir au nom de l'État, il faut mettre du sérieux. Celui qui ne le fait pas, il y a les conséquences. C'est ce qu'on appelle parjure. Parjure, c'est subir la rigueur de la loi. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à leur expliquer ce passage et insister pour qu'ils prennent les choses au sérieux. Je vous demande simplement de mettre, n'est-ce pas, l'intérêt de la nation au-dessus des intérêts partisans. Après Mafanko, direction Dixine, 11 autres membres accomplissent le rituel. Ici aussi, les magistrats insistent sur la responsabilité qui incombe aux membres des CACV dans ce contexte électoral. La formule du serment prévue à l'article 104 du Code électoral que vous allez prononcer tout à l'heure
comporte des valeurs dont il convient d'éclaircir le sens et la portée. Il s'agit de l'honneur, l'indépendance. L'indépendance est synonyme de liberté et de souveraineté. Elle veut dire absence de dépendance, la transparence. Ce terme désigne le caractère de ceux qui ne cachent rien, l'impartialité. Cette expression veut dire neutralité. En vous présentant devant cette juridiction pour prêter serment, vous n'accomplissez pas un simple acte de procédure. Vous vous engagez dans le pacte sacré avec la République. Devant le tribunal de première instance de Kaloum, ils sont 6 à jurer de bien remplir la tâche qui leur est confiée. À terme, ils vont couvrir les communes de Kaloum et Kassa. Les mêmes valeurs sont à nouveau rappelées. L'alinéa 2 de l'article 104 indique les termes du serment comme suit. Je jure et promets, sur l'honneur de remplir fidèlement mes fonctions de membre de la CACV, de n'obéir qu'à la seule autorité de la loi, d'agir en toute indépendance, transparence et impartialité. En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi. À quelques jours donc du scrutin, ces prestations de serment sont observées dans toutes les juridictions d'instance du pays. Elles marquent une étape majeure dans le dispositif électoral visant à crédibiliser le processus avec à la clé le renforcement de la confiance. À quelques jours donc de l'élection présidentielle, les initiatives en faveur du renforcement du tissu social se multiplient à travers le pays. À Seguirin, c'est le vestibule, espace ancestral de dialogue qui s'érige en acteur clé de la prévention des conflits. On voit tout cela avec Marie Koumba Sovogui et Adama Elsa Traoré. Ici, la parole précède l'action. À Seguirin, le vestibule Nouga a servi de cadre à une cérémonie de sacrifice et de lecture du Saint-Coran. Leaders communautaires, sages et citoyens s'y retrouvent pour rappeler l'importance du vivre ensemble. À l'approche de l'élection présidentielle, ce cadre traditionnel rappelle que la paix se construit au quotidien par l'écoute et le dialogue. Nous sommes venus dans le cadre d'abord des élections pour essayer de nous ajouter aux sages, pour essayer d'apaiser les esprits, pour que les élections se passent dans les meilleures conditions, pour qu'on écarte toute tension, tous ceux qui ont des petits litiges, qu'ils les mettent de côté, pour que nous ayons vers l'objectif commun, c'est de tout faire pour que les élections se passent dans les meilleures conditions. Avant, pendant et après, nous serons là aussi. Lieu de concertation et de médiation, le vestibule de Seguirin devient un espace de prévention Nouga des conflits. Un cadre où les mots rassemblent pour que le choix des urnes s'exprime dans le calme et la concorde. Le responsable de cette rencontre nous a montré à quel point il est content. Il y a un adage malinké qui dit que l'enfant n'est jamais plus important que son père, mais il peut devenir plus précieux que lui. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de ce sacrifice à l'honneur de Seguirin. La rencontre s'est achevée par des prières et bénédictions afin que le dialogue et la sagesse demeurent les meilleurs garants d'un scrutin apaisé. C'est un reportage rendu en studio par Marwan Kamara. Et puis ce communiqué du ministre du Travail et de la fonction publique. Conformément aux dispositions du décret D 2022-0526 PRG CNRD SGG du 2 novembre 2022 modifiant le décret D 250 PRG SGG du 1er août 1995 concernant les fêtes légales en République de Guinée, le ministre du Travail et de la fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics mixtes et privés que la journée du jeudi 25 décembre 2025, fête de Noël, anniversaire de la naissance du prophète Jésus-Christ, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue
du territoire national. Le ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles chrétiens de Guinée et d'ailleurs. Pour le ministre, le secrétaire général Aboubakar Kourouma. Par ailleurs, la poste guinéenne se modernise et prend en compte de nouveaux éléments dans son développement. L'accès est mis sur les services digitaux pour répondre aux besoins des citoyens. C'est dans cette optique qu'un nouvel espace est inauguré et équipé avec une vision tournée vers la modernité. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Pour s'adapter aux nouvelles réalités, la poste guinéenne opère des mutations profondes et inaugure un nouveau showroom équipé qui intègre pleinement le digital et révolutionne les services postaux. Un événement qui marque le début d'une nouvelle ère pour la poste guinéenne, appelée à jouer un rôle important dans le développement de la Guinée. Si nous voulons garder notre poste guinéenne active et au service du public, il est nécessaire d'innover et d'introduire d'autres services, de nouveaux services digitalisés. C'est pour cela que nous avons intégré cette fois-ci la digitalisation des services postaux, mais aussi avec le e-commerce qui arrive, il va falloir numériser toutes les applications postales et intégrer des services financiers et postaux pour que la poste puisse survivre. C'est pour cela que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans l'objectif de faire de la poste un service public ouvert, avec tous les services administratifs intégrés. Ainsi, quand les citoyens viendront dans une agence, ils pourront expédier ou recevoir leur colis, mais en même temps, s'ils veulent faire une demande de renouvellement de leurs pièces administratives, ils peuvent le faire à travers les services postaux. Grâce au nouveau dispositif, les Guinéens pourront plus facilement recevoir leurs colis de partout à travers le monde et bénéficier de toute l'assistance nécessaire pour des achats en ligne sécurisés, par exemple. Mon ambition première en prenant les rênes du département des postes et télécommunications et l'économie numérique était de raviver la poste guinéenne, qui autrefois nous a rapprochés, nous a permis d'être avec tout le monde entier, nous a permis d'être avec nos parents, nos familles, où qu'ils soient, sur l'étendue du territoire, mais aussi ailleurs dans le monde. Aujourd'hui équipés, nous pouvons le dire, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, le secteur postal guinéen est sorti de son immobilisme. Il est entré dans une phase de repositionnement stratégique, de modernisation progressive et de reconquête de sa place dans l'architecture économique et institutionnelle du pays. À terme, la poste guinéenne prévoit l'intégration progressive d'une banque postale et des services financiers modernes afin d'étendre ses services et poursuivre sa transformation. Et je vous l'annonçais dans les titres, c'est une bonne nouvelle pour les producteurs de coton. La relance de la filière devient une réalité à la société cotonnière de Kankan. La bonne nouvelle est annoncée par la ministre de l'Agriculture pour rassurer les acteurs de la filière dans son agenda, distribuer des motoculteurs et des revenus aux producteurs afin d'offrir de belles opportunités d'emploi. RTG Kankan, Djamokaba. Le coton est la fibre naturelle la plus utilisée dans l'industrie textile. À Kankan, la relance de cette filière rentable vient tourner la page de long moment des cris du cœur. Par ce lancement officiel des activités de l'ordre, le paiement des revenus aux producteurs est la première bonne nouvelle pour revitaliser le secteur et galvaniser les acteurs pour augmenter le rendement dans les grands bassins de production. Certes, nous avons reçu un accompagnement, mais le plus important pour nous reste la relance de la filière et notre engagement à produire suffisamment afin de maintenir ce nouvel élan. Ici, à la société cotonnière de Kankan, cet autre coup de pouce est une réponse à la requête pressante des acteurs. Ils reçoivent des motoculteurs pour faire progresser de façon rassurante la filière de l'or blanc. Un vent de renouveau pour offrir des opportunités d'emploi en milieu rural. Aujourd'hui, en Haute-Guinée, une partie de la forêt, une partie de la Moyenne-Guinée, la culture qui aura un impact direct sur les producteurs et très rapidement, c'est le coton. C'est vraiment une culture locomotive qui donne toutes les autres cultures, notamment vivrières, ce qui est inscrit dans la politique de la société cotonnière. Nous avons de grosses ambitions pour cette filière stratégique qui est la filière du coton.
Le gouvernement fera sa part en créant les conditions optimales pour une relance effective aux producteurs et aux autres acteurs de la chaîne de valeur du coton, de reprendre confiance, de se mobiliser autour des objectifs de la relance et de se mettre à la tâche. Nous avons la chance, celle d'avoir un homme, le président de la République, le chef de l'État Mamadi Doumbouya qui sait relever les défis, un président qui met les priorités de son peuple en avant et avant tout. Ainsi, le programme Simandou 2040 qu'il a initié permettra de financer le développement du secteur agricole et d'accompagner les filières porteuses de croissance économique et génératrices de plus-value telles que celle de la filière coton. La réception de ces engins agricoles et le paiement des revenus aux producteurs de coton renforce l'énergie de la société cotonnière de Kanka pour rendre la filière plus productive et compétitive. Un signal fort pour revitaliser la politique agricole du gouvernement en matière de production et de transformation du coton. Histoire et diplomatie. Le 12 décembre 1958 marque une étape majeure dans l'histoire de la Guinée. Ce jour-là, le pays entrait officiellement aux Nations Unies, affirmant sa souveraineté et sa place parmi les nations du monde. Cette année, la date anniversaire est célébrée en différé à travers un échange diplomatique organisé par l'Association guinéenne des anciens diplomates. Des précisions avec Makemedonso. Le 12 décembre 1958 marque une date historique pour la Guinée. Ce jour-là, le pays devenait le 82e État membre de l'Organisation des Nations Unies, affirmant ainsi sa souveraineté sur la scène internationale. Pour préserver cette mémoire, l'Association guinéenne des anciens diplomates AGAD a fait de cette commémoration une priorité. À travers rencontres et échanges, l'objectif est de retracer l'évolution historique et diplomatique de la Guinée depuis son accession à l'ONU. Pour célébrer cette date, gravée pour l'éternité dans les récits historiques, qui mérite d'être retenue par les jeunes générations, actuelles et futures, l'AGAD, dans sa quête permanente de promotion de l'image de marque de notre pays, se fait un point d'honneur d'organiser cet événement. Selon le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, cette initiative vise également à transmettre aux jeunes générations les valeurs de diplomatie, d'indépendance et d'engagement international qui ont marqué les débuts du pays. Aujourd'hui, alors que notre pays poursuit ses efforts de consolidation de la paix, de renforcement de la bonne gouvernance et de développement durable, nous puisons dans l'héritage de ces pionniers la force morale, les valeurs cardinales et la vision nécessaire pour relever les défis contemporains dans le respect des principes qui ont toujours guidé leur action. Au nom de son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, je rends un hommage appuyé et solennel à ces bâtisseurs de notre diplomatie et réaffirme notre détermination à honorer leur héritage en demeurant fidèles aux idéaux des Nations Unies et aux valeurs pour lesquelles ils se sont engagés. Plus de 6 décennies après, cette date reste un symbole fort de l'ancrage de la Guinée dans le concert des nations. De 1958 à nos jours, notre pays continue de puiser dans son histoire diplomatique les repères nécessaires pour affirmer sa place sur la scène internationale. Un mot de santé dans ce journal. Face aux défis persistants liés à la vaccination infantile, un nouveau projet ambitieux voit le jour. Ça s'appelle Génération de la demande pour la vaccination, financé par Gavi en partenariat avec le programme élargi de vaccination et le ministère de la Santé. Ce programme vise à renforcer la sensibilisation des communautés. Kadiatou Suleiman Keita. En Guinée, un nouveau souffle est donné à la lutte pour la protection des enfants contre les maladies évitables par la vaccination. Le lancement du projet Génération de la demande pour la vaccination des enfants qui n'ont reçu aucun vaccin de routine. Il marque une étape décisive dans la sensibilisation des communautés à l'importance de faire vacciner leurs enfants. Les enfants 0-12
Ceux qui n'ont reçu aucun vaccin de routine représentent l'un des défis majeurs de notre système de santé. Ils sont souvent issus des communautés éloignées, vulnérables ou marginalisées et restent exposés à des maladies évitables par la vaccination. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet ambitieux de génération de la demande pour la vaccination mise en œuvre dans les districts sanitaires à faible couverture. On a choisi au fait ces structures pour accompagner la coordination nationale du PEP parce que nous pensons que aujourd'hui il y a des difficultés en termes de mobilisation de la communauté pour respecter les contacts en lien avec le calendrier vaccinal établi par le pays. Et nous comptons énormément sur ces OSC pour informer la population, sensibiliser la population sur les avantages de la vaccination. Ce projet innovant déploie des superviseurs équipés à moyen roulant dans 11 districts sanitaires du pays à faible couverture vaccinale. Ils sont formés pour répondre aux préoccupations des parents et lever les éventuelles réticences autour des vaccins. Au nom de tous les superviseurs bénéficiaires et rassurer le consortium que ces engins seront utilisés bon escient pour l'atteinte des objectifs de ce projet. Le lancement du projet Génération de la demande pour la vaccination des enfants zéro dose traduit un engagement fort des autorités sanitaires et de leurs partenaires et s'inscrit dans la vision d'un avenir où chaque enfant, où qu'il se trouve, bénéficie pleinement de son droit fondamental à la santé. Le 22 décembre dernier, l'on a commémoré la date anniversaire de la disparition de général Lansana Conté. Ce chef militaire a dirigé notre pays de 1984 à 2008. Ses proches collaborateurs se souviennent encore de lui. Une lecture du Saint-Coran est organisée pour la circonstance. Lansana Silla, Aboubakar Junior Camara, reportage. 22 décembre 2008, 22 décembre 2025, 17 ans, jour pour jour, que le feu président Lansana Conté a tiré sa révérence après 24 ans d'exercice de la plus haute fonction du pays. 17 ans après, parents, amis et collaborateurs se souviennent encore de l'homme. C'est ici, à Moussaïa Fotonta, qu'ils se sont donné rendez-vous pour implorer Dieu, à travers la lecture du Saint-Coran, pour le repos éternel de l'âme du défunt. J'ai connu le général Lansana Conté au camp Samori bien avant qu'il ne soit chef d'État. Et que vraiment l'homme que j'ai connu, avec l'humilité, avec sa patience, avec sa capacité, sa faculté d'écoute, vraiment m'a fait que je m'inspire à cet homme. La particularité pour cette année est le rassemblement de tous les homonymes du président général Lansana Conté qui décident de rendre hommage à l'homme. La famille du défunt exprime leur reconnaissance au président et aux citoyens qui continuent de reconnaître les bienfaits du général Lansana Conté. C'est un monsieur qui a beaucoup fait pour ce pays. Et donc pour nous, c'est une histoire, c'est une légende, le général Lansana Conté. Paix à son âme, que Dieu lui accorde le paradis, que Dieu accorde le bonheur à sa descendance. Écoutez, je crois que nous allons remercier le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, et qu'il sache partout où il est que la famille Conté, que nous, la famille Conté, qu'on est derrière lui. Le rendez-vous est donc pris pour le 22 décembre 2026 pour le 18e anniversaire de la disparition de feu général Lansana Conté, le grand chef militaire qui a servi le pays avec honneur et dignité. Culture pour terminer, et c'est parti pour la 10e édition du Festival, un événement qui rassemble chaque année les grandes figures de la musique guinéenne pour offrir un moment de partage et de fête au Friaka. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence des autorités locales et des acteurs culturels de la région. Le point avec Mohamed Bangora et Abdoulaye Diallo. La ville de Fria vibre au rythme du festival, un événement qui depuis 10 ans réunit artistes et acteurs culturels autour de la musique, de la danse et de la promotion de l'entrepreneuriat culturel. Cette rencontre intergénérationnelle, initiée par la structure MAC Team, a pour ambition non seulement d'offrir un spectacle de qualité au Friaka, mais aussi de mettre en lumière les talents émergents de la scène guinéenne. À la base, nous voulions faire un événement pour faire plaisir aux populations de Fria qui en avaient besoin.
Aujourd'hui, nous avons dépassé l'objectif que nous sommes assignés parce que la ville de Fria, après ce festival, a comme son emblème. Ce festival est un véritable tremplin pour les jeunes artistes en quête de promotion. C'est l'occasion rêvée pour eux de se faire découvrir par le grand public et de partager leur passion de la musique. C'est non seulement un plaisir, mais ça peut aussi aider à donner beaucoup plus de visibilité via les gens qui ne nous connaissent pas et tout. Donc c'est une occasion à célébrité pour nous en fait. La culture et l'éducation, les deux vont ensemble. Vraiment, c'est un sentiment immense. Nous sommes dans la joie. On est venu se divertir. Pour cette 10e édition, le festival rend hommage à Mamadou Alioubari alias Ndol pour son engagement sans relâche dans la promotion de la culture et la formation des jeunes talents de Fria. Sur scène, des vedettes comme Fishkila et King Alasko ont revisité leurs plus grands tubes pour offrir aux festivaliers un moment inoubliable de la musique et de plaisir. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.